Alors, j'étais un peu embarrassé quand on m'a invité à animer ce débat parce que je croyais avoir compris qu'il s'agissait qu'il s'agissait pour nous tous d'élaborer une théorie générale du vide qui serait utile aux architectes. Je crois que c'était un peu le désir de Dominique Perrault, mais à vrai dire, c'est son affaire que d'élaborer une théorie générale du vide s'il en a besoin pour argumenter. Et c'est une chose qui me gêne un peu parce que l'idée même de théorie m'encombrait. Elle m'encombrait parce que je suis d'une génération, pas tout à fait celle de Christian, mais quand même presque, quelques années près, dans laquelle on avait porté assez haut l'idée de théorie. Et l'idée de théorie, dans ces années-là, je me souviens des numéros, par exemple, de la rue telle quelle, théorie d'ensemble ou d'autres moments. La théorie, pour nous, était organisée autour de ces grands massifs de pensée qu'étaient les sciences humaines, la psychanalyse, la linguistique, la sémiologie, et la sociologie, l'ethnologie ou l'ethnographie, etc., qui constituaient des grands massifs auxquels nous croyions beaucoup à l'époque. Et donc, il y avait la théorie qui était cette espèce de convergence générale de ces mondes, de ces univers de pensée, qu'on pensait être des sciences, on appelait ça les sciences humaines. Certains y rajoutaient une autre science humaine qui était le matérialisme critique, le marxisme, qui est moins considéré aujourd'hui comme une science humaine que ça l'était, mais ça l'était à l'époque. Et puis, donc, il y avait la théorie, une falaise, plusieurs falaises, et puis au pied de cette falaise, il y avait des choses beaucoup moins appréciées, on s'en méfiait, même si on les pratiquait beaucoup, qui étaient les idéologies fluctuantes, parfois tempétueuses, ou bien les doctrines. Alors je pense que ce qu'il s'agit d'élaborer, ce qu'on a entendu là aujourd'hui, c'était plutôt des doctrines d'architectes, c'est-à-dire des sortes de commodités dont ils ont besoin pour articuler un rapport au monde et pour articuler des œuvres concrètes. Il y a un mot très étrange qui m'a frappé en venant. Je longeais l'extrado là, du palais, et puis il y a une statue, une stèle qui commémore un sculpteur que je ne connais pas, qui s'appelle Adam. Il est mort en 1920. Il y a un grand monument qui semble avoir été construit dans les années 35, probablement en même temps que le palais. On le voit en maître d'œuvre médiéval, en robe de bure, avec probablement un manuscrit dans la main gauche, et probablement un compas ou une équerre ou quelque chose comme ça dans la droite. Et puis, il y a une inscription. L'inscription est extraordinaire, et ça m'a renvoyé cette idée de théorie, parce qu'elle dit quelque chose comme « L'art, c'est l'œuvre qui fait du dogme la beauté ». Je m'en souviens à peu près comme ça. Dogme, c'est un mot absolument extravagant qu'on ne penserait plus du tout employer, et qui, enfin, j'imagine, dans ceux qui l'avaient comme ça gravé dans la pierre, renvoyait un peu à ce que d'autres peuvent appeler théorie ou doctrine architecturale. Donc, ce qu'on a eu là avec d'abord cet extraordinaire exposé de Virilio, qui était absolument formidable, d'abondance, de turbulence, de confusion un peu chaotique, une espèce de magma tout à fait magnifique, comme toujours un peu angoissé, un peu angoissant, un peu apocalyptique. Et puis ensuite, cette grande plage de calme, tout à fait en contraste, qui était absolument merveilleuse, qui était la présentation que nous faisait, très sereine, que nous faisait Finn Geipel de Tempelhof. Donc deux visions tout à fait différentes. Malheureusement, il n'a pas eu le temps, Finn Geipel, d'articuler ça avec sa pensée du paysage et du grand paysage et du grand Paris, où on aurait pu entendre des choses qui nous auraient ramené plus à la question architecturale, mais qui avaient cette qualité quand même de contraste, en tout cas, avec la turbulence angoissée du discours de Virilio. Et puis, deux propos d'architectes, très caractéristiques des propos d'architectes, c'est-à-dire des gens qui ont en eux une sorte de vision à la fois de leur œuvre, de la société, des rapports qu'ils peuvent nouer, et très bien illustrés par les propos et les projets de Nasrin Serradji et de Christian Porzampar. Andreas Ruby, qui est là, est un critique berlinois, il est maintenant d'ailleurs éditeur, sa maison s'appelle Ruby Press, et il a une grande familiarité avec le travail de Dominique Perrault, sur lequel il a écrit autrefois et qu'il avait, je me souviens, présenté il y a quelques années dans une manifestation qui avait eu lieu à Arc-en-Rêve à Bordeaux. Il va introduire par une petite réflexion qui lui est venue pendant qu'il écoutait, c'est pas vraiment une conférence, sur une sorte de danger qui lui paraît résider dans une tentation qu'auraient certains d'entre nous, certains architectes, à romantiser le vide. On se souvient que le grand penseur romantique sur lequel a commencé d'ailleurs l'exposé tout à l'heure de Finn Geipel, Goethe, parlait de son effroi devant le vide berlinois. Goethe a souvent parlé de l'effroi
Il s'est évanoui plusieurs fois en visitant la Villa Palagonia, la villa baroque et très étrange, la Villa Palagonia qui est en Sicile. Non, il est effrayé par le trop, mais effrayé aussi par le vide. Andreas. Bon, d'abord, j'aime beaucoup l'ambiguïté dans le titre de cette manifestation, quand les architectes n'ont pas peur de vide, parce que ce titre, même si ma connaissance de français est un peu limitée, semble laisser ouvert si ce moment est déjà arrivé ou non, ou si ce moment va jamais arriver. Parce que je crois l'architecte, et je suis très soulagé de ne pas être un architecte moi-même, je trouve qu'ils sont dans une situation très schizophrène et perverse vis-à-vis le vide. Ça rappelle un peu à la situation d'un homme qui aime les animaux et se rend compte qu'il est carnivore en même temps. C'est-à-dire, on trouve presque pas un architecte qui n'avoue pas d'aimer le vide, mais il est sans cesse dans la situation de l'avaler. Il y a cette fameuse passage dans SML Excel de Rem Koolhaas où il décrit un projet. Il dit « Le site était tellement beau, je crois que c'était un projet en France, le site était tellement beau qu'on ne voulait pas construire là-dessus. » Évidemment, il construit là-dessus. C'est-à-dire, il le détruit. Et je crois, par rapport ou en fonction de cette perversité, dans le rapport des architectes au vide, nous avons à faire avec deux différents types de vide sur lesquels on pourrait discuter. Le premier type de vide, c'est le type de vide qu'on a vu dans les présentations de ce matin. C'est un vide domestifié, je dirais, par l'architecture. C'est le type de vide qui a été premièrement cartographié par Giambattista Nolli dans son fameux plan de Rome, où il montrait les vides extérieurs, les espaces publics extérieurs et intérieurs dans les bâtiments, avec le même code graphique blanc. Par contre, les bâtiments coupés étaient noirs. Ça, c'est un type de vide qui est maîtrisable par l'architecture. C'est quelque chose qui peut être contourné, défini par un bâtiment et par l'échelle de l'architecture. D'autre part, il y a un type de vide, je trouve, qui est une sorte de vide sauvage, disons. Un vide qui est trop grand pour être maîtrisé ou dominé par l'architecture. C'est le vide qu'on trouve à Détroit, par exemple. C'est une situation où le plein n'est plus dans la majorité sur le vide. Le vide est dans la majorité. Et je crois qu'on a plus en plus à faire avec ce vide sauvage dans notre discussion si on ne veut pas se délecter à notre amour des animaux avant le repas. Et je trouve, même si on voit un peu quel est l'état différent des villes dans le monde entier, on comprend bien que le modèle de ville européenne est un cas mineur, d'une certaine manière. Si on regarde la ville africaine, par exemple, on voit bien que le tissu urbain n'est pas cette substance forte, ce que Virilio appelait le vif. Le tissu est plutôt faible. Ce qui est fort, c'est l'absence, c'est le vide. Le vide, on a l'impression dans la ville africaine aujourd'hui, c'est vraiment une sorte d'étendue dans laquelle il y a une série des objets qui sont insérés, ici et là. Mais la logique est définie par le vide. C'est vraiment le contraire de la situation européenne. Mais si on comprend que la plupart des populations nationales européennes sont des populations shrinking, qui diminuent,
on comprend bien que nous aurons affaire avec cette vide sauvage très bientôt, et en Allemagne, d'où je viens, on a affaire avec ça déjà aujourd'hui. Et je trouve que c'est intéressant parce que si on travaille avec ce vide, il faut trouver d'autres stratégies que les stratégies volumétriques qu'on a bien appris dans les écoles d'architecture. On a bien appris comment contourner des espaces publics. On a bien appris comment domestifier le vide. Mais on n'a pas appris comment vivre avec un vide qui est trop grand, qui échappe nos forces de domination. Et je trouve que c'est très intéressant que très très rarement des architectes ont réussi à résister à ce réflexe de construire. Très très rarement un architecte a dit non, c'est peut-être pas nécessaire de rendre ce vide plein. Je me rappelle à ce fameux situation une sorte de conversation avec un client de Cedric Price, une conversation avec un couple qui voulait avoir une maison unifamiliale de lui. Et en décrivant leurs idées pour cette maison, la femme et l'homme se contredisaient extrêmement. Et à un certain moment, Cedric Price les interrompait et dit ce que vous avez besoin, ce n'est pas une maison, c'est un avocat de divorce. Avant que vous pouviez construire une maison, vous devriez reconstruire votre rapport. Ou un autre instant où ça a été vraiment le cas, de ne pas construire, de laisser le vide exister, c'était le fameux projet de l'Akatofossal à Bordeaux, la place Léon Coq, où ils ont vraiment dit, on trouve que ce vide a toutes les informations qu'il a besoin pour être du vif, et c'est là où je contredirais Paul Virilio. Je crois que le vif n'est pas identiquement la même chose comme le plein. Le vif doit être... c'est une qualité nomadique qui nomadise entre le plein et le vide. Et donc, j'aimerais bien, ou je suis très curieux si à la fin de cette journée, on serait plus sachant sur des stratégies de vivre avec le vide, dans un sens non fataliste, ni cynique, avec ce type de vide qui est trop grand pour nous, de le remplir. C'est curieux que cette remarque vienne d'un Berlinois, parce que je ne sais pas ce qu'il en est de la vie quotidienne ou de la poétique de l'espace à Detroit ou à Sarajevo aujourd'hui, ou je ne sais pas ce qu'elle a pu être à Rome quand, au Moyen-Âge, il n'y avait plus que 100 000 habitants alors qu'il y en avait eu 1 million dans la Rome antique, etc. Mais on a souvent le sentiment que, parce que Berlin a vécu la même chose, hein, pour les raisons que l'on sait, la destruction de la guerre, puis ensuite l'urbanisme de Scharoun, moderniste d'un côté, etc. On connaît bien ça, et on sait combien cette question a obsédé les édiles, les élus, les hommes politiques et les urbanistes allemands, disons après la réunification, avec cette volonté de reconstruire Berlin, de à mesure du possible, retrouver son tissu ancien, retrouver ses gabarits anciens, retrouver ce fameux modèle de la ville de pierre, et puis éviter que Berlin ne soit qu'une succession de poches vides. Or, ces poches vides, comme tu le sais, font des très grands charmes de Berlin. Il y a ce livre qui s'appelle « Berlin est trop grande pour Berlin », en français en tout cas il s'appelle comme ça, et il y a cette fascination qu'exerce de façon presque universelle aujourd'hui Berlin sur nos contemporains qui y vont énormément pratiquer un tourisme qu'ils n'avaient pas pratiqué autrefois. Il y a 20 ans, il n'y avait pas de touristes à Berlin. Or, donc c'est cette poésie particulière. Je ne dis pas les ruines n'existent quasiment plus à Berlin, elles sont plus visibles, il faut vraiment être très amateur ou très spécialisé pour les voir. Tous ces grands vides, toutes ces grandes poches sont à la fois peut-être un élément d'angoisse pour qui rêve d'une ville ordonnée, compacte, etc., et en même temps un élément de beauté très singulière et très contemporaine. Tout à fait. Et ces vides sont aussi la raison pourquoi j'habite à Berlin, pourquoi j'aime cette ville. Mais c'est très important de comprendre que le vide n'est pas gratuit. Comme Freud aurait dit, la mort est gratuite. Le vide coûte cher, en fait. Le vide coûte très cher, et ça se ressent très, très forcément à Berlin, où, comme vous disiez, le charme de la ville est constitué par ses absences, du tissu urbain,
ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une sorte d'information. Au contraire, du fait qu'il n'y a pas un bâtiment, on peut y avoir quelque chose d'autre. Une sorte d'atmosphère dense, une sorte de promesse des activités qui ne seraient pas là si cet espace était complet. Et, et après, le moment le plus utopique de cette promesse de vide était vraiment après la chute de mur, parce qu'il y a eu, je crois que c'était Rem Koolhaas qui a fait ce propos très intéressant. Il a dit pourquoi on ne pourrait pas prendre le no man's land, le strip du mur, donc pas la mur en soi, mais l'espace entre les deux murs, parce que la mur berlinoise était en fait deux murs, une du côté ouest, une côté est, et entre les deux, le no man's land. Donc si on élimine ces deux murs, mais on garde l'espace qui était caché pendant 40 ans, on articule cet espace comme un parc linéaire qui aurait été le plus grand, le plus long parc du monde, 43 km. C'est la distance du mur, la longueur du mur entre partie est et partie ouest. Et je trouve c'est une logique, une idée absolument logique, absolument beau, et à la fois elle était non financiable, parce qu'il y a eu, par exemple, il y a eu des droits des gens qui possédaient ces espaces avant qu'ils étaient socialisés par le communisme, et ils voulaient les avoir en retour ou devaient être compensés. Et donc, pour cette raison, ça ne pouvait pas marcher. Une sorte de droit foncier. Un droit foncier, un droit de récupérer la valeur des terrains. Oui, tout à fait. Donc, on aurait pu réaliser ce beau projet, mais ça aurait coûté très très cher. Et c'est exactement la raison aujourd'hui pour laquelle il est très différent de garder cette charme de Berlin, parce qu'il y a tellement de pression du secteur immobilier qui ne peut valoriser un lot urbain dans une autre manière que de le construire. Donc, ce qu'il faudrait inventer, si on veut vraiment conserver le vide, il faudrait établir une économie du vide. Il faudrait établir une valeur, même économique, de ne pas construire sur un certain endroit. Et à Berlin a uniquement cette charme du vide parce que l'économie immobilière était trop faible pour vraiment construire sur tant des endroits qui existent, où on pourrait construire quelque chose, mais il y a uniquement pas un marché qui a le capital, qui peut mobiliser le capital pour construire dessus. Et donc, pour les dernières 15 ans, il y avait une sorte de période hors norme où tous les types d'utilisation informelle pouvaient coloniser ces espaces libres qui sont en possession de certains. Mais cette personne qui possède ces endroits ne peut pas faire quelque chose avec. Donc une sorte de situation illégale d'occupation des vides, comme il y a eu des occupations des bâtiments vides avant, à Berlin aussi, dans les années 70. Mais maintenant, où il y a une sorte de hausse économique, il y a le retour du capital, et ça va bouffer tous ces vides-là dans très peu de temps. Donc, il faut vraiment établir cette économie du vide si on croit, et j'en suis persuadé, que le vide constitue l'oxygène de l'organisme urbain. Il est à la fois oxygène, ça, mais il est aussi trace ou signe de choses qui sont arrivées, qui ne sont pas arrivées, de volonté, de désir, d'échec, parfois. Ce qui m'a frappé dans les exposés qu'on a entendus, c'est combien finalement ces questions de relation au vide sont des questions, je ne dirais pas tout à fait générationnelles, mais combien elles varient au fil des années. Il était très frappant d'entendre Christian renvoyer à 64, 65, quand il avait 20 ans, 21, 22 ans, et à ses premiers projets, qui ont été, pour beaucoup d'entre nous, très marquants quant à la réflexion sur le vide. Il a été très frappant aussi d'entendre à la fin Nasrine, qui est d'une génération plus jeune, faire une sorte d'apologie de cette
complexité spatiale des vides et des pleins, de sorte de fusion qu'elle tente d'y introduire, en y voyant une sorte de liberté, de flexibilité, qu'elle opposait à une sorte de déterminisme moderne. Hein. C'est comme ça que tu terminais. Et du coup, je pensais à l'événement qui a été en France, l'irruption du vide, de façon si forte, en 1988 ou 9, quand Dominique Perrault a dessiné sa bibliothèque. Alors bien sûr, habilement, sa bibliothèque renvoyait à des grands vides du passé, des grands vides historiques, à la place de la Concorde, au Palais Royal. Bon, c'était un peu de la rhétorique architecturale, parce qu'en fait, ce qu'il offrait, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, un vide vraiment minimal, avec des tours espacées, ces 4 grandes cornières. Et je me demandais ce qu'on avait pensé à l'époque, ce que vous aviez pensé l'un et l'autre, si vous vous en souvenez. Parce qu'on se souvient quand même que Dominique Perrault était l'élève, il n'a pas été ton élève. Non mais c'est intéressant de faire un effort comme ça. Dominique Perrault n'a pas été l'élève de Christian, mais il était l'élève très réticent d'Antoine Grabat. François, ça c'est ton travail, c'est pas mon travail d'être critique. Non mais tu ne te souviens pas ce que tu as pensé si ce vide t'a paru une chose, un progrès ou une chose... Tu peux pas penser si tu ne te souviens pas ou si c'est pas une question qui t'intéresse. Non, c'est comme le vide, en fait, c'est une malaise. Parce que, en tant qu'architecte, on ne peut pas être dans votre position, c'est-à-dire à la fois critique et aussi architecte. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas et qu'on n'a pas une pensée critique. Par contre, je pense qu'il ne faut pas oublier le moment où la bibliothèque est sortie de la Terre. Quand la bibliothèque est sortie de la Terre, ce n'était pas le vide qui est à l'intérieur des 4 bâtiments, mais c'était le vide qui était autour. En fait, c'était la Seine-Rive Gauche qui n'existait pas à l'époque. Donc la bibliothèque, à l'époque, était un tout petit bâtiment. Aujourd'hui, c'est autre chose. Donc l'échelle, ce qui est intéressant, c'est qu'au fil de temps, cette échelle a complètement changé. Tandis que si par rapport à son échelle, on le compare avec ce que Francis a montré, c'est-à-dire à Pékin, le CCTV Tower, ça vient dans quelque chose. Cette échelle, c'est une échelle d'un bâtiment qui se met en comparaison avec une infrastructure, et que c'est l'infrastructure qui minimise l'échelle de bâtiment. Tandis que là, avec l'échelle de la bibliothèque, la minimisation de cette échelle s'était faite par le vide qui était autour, c'est-à-dire en attendant donc, je reste là pour l'instant. Et toi, Christian, parce qu'à l'époque, il y avait eu beaucoup de polémiques, on s'en souvient, donc la question avait été débattue dans le quantité d'architectes d'aujourd'hui. Le Monde avait publié beaucoup de points de vue de beaucoup d'architectes, et je ne me souviens pas de point de vue de toi. Ça veut pas dire que tu n'es pas exposé. Je me souviens d'un colloque que la Pure avait organisé, où Dominique était d'ailleurs, sur le quartier qui allait venir autour. Ah oui, ça c'est quelques années après, oui. Non, 88. Oui. 6 mois après, c'était tout récent. Hein. Ah oui, indépendamment du concours que tu devais gagner. Indépendamment, bien avant. la Pure réfléchissait, etc. Et j'avais amené l'idée qu'il devrait y avoir un bazar, un bordel autour. Des îlots ouverts et assez près. Et je disais, vous avez le hiératisme de ce vide, et donc ça marchera si autour c'est plus libre, plus varié, pas réglé, pas épanelé, etc. Tu te rappelles de ça? Et après, j'ai regretté qu'on ait baissé les tours, parce qu'il y a un changement de perception de l'espace. Et donc, je pense que ce fait de baisser les tours, le fait de faire le cinéma, que je trouve absurde, qui est venu se mettre là, sont 2 pertes, mais je trouve que c'est autour qu'il fallait d'autant qu'il tu es obligé de mettre des marches, donc il fallait que juste après les marches, ce soit... c'est une réflexion sur le fait que si tu as des moments comme ça extrêmement concentrés et un peu énormes, où tu fais un grand vide, c'est beau s'il y a une espèce de contraste autour. Je vais prendre un exemple classique, c'est le grand champ de course de Ispahan, quoi, où tu as le souk autour. Et dans cette espèce de dualité entre deux
forme d'espace complètement différente, tu as beaucoup de choses. Mais pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur la ville, je trouve que entre l'espace que vous appelez sauvage et l'autre qui est par opposition, allons-nous l'appeler civilisé, c'est tout à fait la même chose que ce que je présentais sur en fait ces deux paradigmes de l'espace qui apparaissent au XXe siècle. Le plus civilisé, c'est nos lits, c'est-à-dire l'espace qui est clôturé où les pleins définissent. Et c'est vrai que l'éclatement de l'espace contemporain qui est recherché, il n'est pas seulement un concept, il est aussi une réalité qui a été vécue, ce que j'ai appelé la pieuvre des voies rapides qui vont au loin. Donc ça produit une forme de ville où le vide domine sur le plein. Ce que j'ai dit, c'était bien évidemment que les objets sont ce que nous percevons, ce n'est plus les vides. Mais vous dites que c'est surtout vrai à l'étranger, hors et pas en Europe. Si, en fait, l'Europe, le Grand Paris, n'est fait que de cette ville, justement, qui n'est plus la nappe où les vides dominent. Si nous prenons le Rio Glamour ou le Paris Glamour dans son intramuros, il y a cette chose classique, puis après on sort de là. Ça me faisait penser à une autre chose que vous avez dit intéressante, c'est sur l'économie du vide. Parce que je me suis trouvé confronté à ça dans le travail sur la rue de la Loi, je ne l'ai pas amené, à Bruxelles. Transformation d'une rue qui est pour le coup extrêmement définie, serrée, mur continu. Et je dis, il y a besoin de mettre de la surface, donc on va monter en hauteur. On ne peut pas monter en hauteur en gardant cette rue comme elle est. Donc il faut créer des vides qui vont apporter la lumière, qui vont permettre de monter. En créant des squares et des vides, on va gagner une possibilité de construire et tout va être plus agréable aussi au sol. Et bien, ce que j'ai proposé, alors les notaires belges sont en train de travailler là-dessus, ça avance doucement, mais ils travaillent. J'ai proposé une économie du vide, je n'avais pas pris cette expression, sous la forme de au lieu que ce soit un aménageur qui achète tout et qui va tout reconstruire, ce qui est hors de portée de toute institution publique aujourd'hui, ville, État ou même la Commission européenne, c'est un travail îlot par îlot, et donc avec une mutualisation du futur. Donc il est passé aujourd'hui une loi, suivant mon projet, qui donne le droit de faire 1,49%. C'est-à-dire les gens vont pouvoir construire 49% de plus en hauteur selon des gabarits qu'on a définis. Mais comme j'ai défini des endroits où des immeubles qui sont dépassés, qui ne gardera pas, vont être détruits, celui qui a un immeuble comme ça, il va avoir un square à la place. Mais il va gagner autant, puisque c'est mutualisé. Donc il va avoir dans le bilan aussi le bénéfice de ce qu'il aurait eu s'il avait eu ces 49%. Et donc c'est bien une économie du vide, puisqu'il participe, son vide est acheté au fond par la communauté. Il fait un square et il va gagner de l'argent en fonction de ce qu'il avait. Donc c'est un échange qu'on retrouve dans les échanges de droits aériens et les ventes de droits aériens à New York, et qui n'est pas très européen, parce que nous avons une conception de l'espace et du vide qui est attaché au sol. Nous sommes comme des paysans. Mais en réalité, dès qu'on est en ville, c'est l'espace d'air et de lumière qui compte et qui devrait faire l'objet de la vente. Et par rapport à ça, ces espaces grands pas maîtrisés, je pensais à un autre projet, je m'excuse, ça me faisait penser. Le travail que j'ai fait, ça a duré très longtemps, ça commence en 90 à la Lironde à Montpellier. C'est en fait un très grand espace, un parc. À l'origine, ce sont des vignobles, c'était des fermes, et j'ai pas envie de tout casser, donc je dis on garde ces choses-là, et on va construire par île. Eh bien, au fond, il se crée une autre perception de l'espace et du vide entre ces îles, qui est un point de repère sur cette idée de maîtriser des espaces qui sont beaucoup plus vastes, d'une autre échelle. C'est-à-dire, ils sont habités aujourd'hui par des gens qui sont contents parce qu'ils profitent d'un vide qui est essentiellement planté et de visions assez lointaines, mais en même temps, on est indiscutablement en ville. Il y a une densité, il y a une activité, il y a du monde, etc. C'est une espèce de forme hybride, un peu que je trouve, j'ai envie de voir ce que ça donne et de l'observer. C'est un peu un effort de réponse à cette question du grand vide, où on ne maîtrise rien. Et la dernière chose, c'est que je disais à la fin, et que vous disiez aussi, c'est qu'on se heurte à l'impossibilité économique.
C'est que la propriété privée n'est pas transgressible et que quand une chose a été fixée, on n'arrive plus jamais à le faire bouger. Bien évidemment, c'est là aussi qu'il faut, comme à Bruxelles, faire travailler des notaires, parce que les vides que tu peux entends conserver, il faut bien les financer. Oui. Si tu veux qu'il reste vigne, et si la vigne vaut moins que le foncier à bâtir, il faut bien financer cette différence. Celui qui construit, celui qui va construire à côté, va financer la destruction de l'immeuble qui construit, il va financer la destruction du square. Non, je parle à Montpellier, dans une situation comme ça, anciennement agricole. Le terrain agricole que tu conserves. Il y a à Montpellier une citation qui existe de moins en moins, une SEM d'aménagement qui a acheté les terrains. Et ça, nous sommes dans... donc les agricoles et les autres sont fondus dans une même... Oui, et les propriétaires, certains sont restés, et on leur a montré le projet très tôt, il y a eu des débats, ils se sont souvent entourés d'arbres pour ne pas... Mais ils sont contents parce qu'ils ont gardé leur propriété et leur campagne. Non, mais c'est vrai qu'on a l'impression que les SEM et les capacités de sociétés d'aménagement qui achètent le vide, qui achètent le terrain pour l'aménager, ça n'existera de moins en moins. Il n'y a plus l'argent public pour ça. À Montpellier, on est dans le XXe siècle encore sur ce plan-là. Et ce que je décris à Bruxelles, c'est il n'y a pas l'argent public, donc c'est des propriétaires par îlot qui disent on est d'accord, on va gagner 50%, 49% de ce que ça vaut le coup d'emprunter à la banque et de faire. Pour revenir à un exemple que tu citais, le plan de Nolly. Pour ceux qui ne connaissent pas, le plan de Nolly, c'est un plan très caractéristique de la culture baroque à Rome. Il a été fait par un cartographe qui s'appelait Jean-Baptiste Annoli en 1742, je crois, avec l'aide de Piranèse. Et c'est un travail que les architectes de la génération qu'on appellera par commodité postmoderne ont redécouvert dans les années 60, je ne sais pas bien à quelle occasion. Pour moi, c'est surtout dans l'ouvrage Collage City de Colin Rowe qui en faisait un grand usage, puisqu'il montrait le plan Pochet de ça, puis le plan de Parme, et puis le plan de Saint-Dié de Le Corbusier, en opposant deux mondes si différents. Ce plan de Nolly, tu dis que c'est aussi une célébration du vide. Oui, mais c'est d'un vide pour autant que c'est vide petit, c'est-à-dire que tout est en noir, tout est poché, sauf les rues, qui sont assez étroites dans la ville baroque, dans la Rome baroque, quelques places, et puis les cours, et puis les cours de séminaire, et puis les portiques, et puis les nefs d'église, et puis les grandes salles des palais, et puis le Panthéon, tout ça apparaît en blanc, comme la rue, ou comme la ruelle. Donc c'est quand même un vide extrêmement cantonné, extrêmement tenu, extrêmement architecturé. Hein. Ce n'est pas le grand vide traversant dont nous parlent les artistes minimalistes qu'on a vu faire une empreinte sur Berlin, ou dont nous parle Dominique Perrault, ou dont nous parle d'autres gens. Mais c'est pour ça que même si c'est une évidence, j'opposais ces deux perceptions de vide. Il y a une image que j'aurais pu amener qui est assez frappante, c'est le Hansa-Viertel de Berlin. On va revenir à Berlin. La photo du quartier, le plan du quartier avant la guerre et le plan du quartier à partir des années 50, quand le Baustellung fait venir des architectes pour construire. Alors, il y a une densité plus forte dans le nouveau plan. Et quand vous voyez le parc qui est généré et les tout petits pochets, on va prendre le mot pocher, qui veut dire l'impact physique du bâtiment, vous avez le bâtiment de Alto, le bâtiment de Niemeyer, le bâtiment de Wago. Voilà, c'est des petits points, des petites barres dans un grand parc. Et le plan d'avant, c'est des rues, il y a des petits hôtels et des pavillons berlinois. Alors c'est évidemment une démonstration forte parce qu'on a gagné en densité et on a offert un parc, qui marche pas mal d'ailleurs. Donc il y avait une vertu très forte à cette idée qu'on peut ouvrir, circuler. Et donc il faut comprendre que dans les années 60, c'était juste une évidence que c'était ça l'avenir, il n'y avait pas autre chose. Donc le moment où on se dit, mais quand même, les rues, c'était pas mal, il y a quelque chose, etc. C'est un moment de... Pour moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'était les films de Godard et Antonioni à l'époque, parce que les deux se promenaient du Milan ou du Paris glamour, enfin le classique, aux cités. Ils allaient de l'un à l'autre. Les actions se passaient dans les deux. Il y avait quelque chose de très intéressant qui, pour moi, était... Alors, je vais vous dire, chez les architectes, tout ce Paris classique, tout ça, était une chose infernale qui serait détruite. Pour nous, c'était un cauchemar. Encore? Non, à cette époque-là. Chez toi? Chez moi, en 63, 64, il y a une espèce d'enthousiasme que le monde va être renouvelé. Et dites-vous que le plan, c'est que les 4/5 de Paris seraient rasés. Pour faire Alors, on n'était pas dans le plan voisin, mais les rues, vous savez, étaient frappées d'alignement. Il y avait un élargissement pour faire passer. Hein, et je me souviens très bien qu'en voyant Godard, Antonioni, vers 65, 66, je me dis c'est une connerie.
ça ne se fera pas, ni économiquement, et au fond, au point de vue de la civilisation, c'est une erreur parce que cette ville classique, elle a une plasticité transformable et elle indique le temps et que la ville, c'est le temps passé, le temps futur. Et que Godard et Antonioni sont très bons en sentant que c'est ça et ça. Et pas, parce qu'ils disaient toujours, tous les deux disaient qu'ils voulaient montrer une situation absolument moderne. Et bien absolument moderne, c'était le boulevard Haussmann et Sarcelles. C'était les deux. C'était pas, alors que la vision des architectes, des jeunes architectes enthousiastes ou des vieux, enfin, était assez figée. Le territoire du passé n'avait plus lieu d'être travaillé et réfléchi. Donc c'est vraiment il y a une prise de conscience peut-être à ce moment-là, oui. Nasrine, j'aimerais bien juste ajouter quelque chose sur ce que tu disais sur le plan de Nolly. Parce qu'en fait, oublions pas que c'était aussi la Rome où il était en train de nous montrer aussi la différence entre le privé et le public. Le privé à l'époque, l'Église, mais le public. Donc, la notion de privé et public change complètement. Christian l'a montré, c'était pas seulement l'architecture traditionnelle, classique ou non, c'était aussi la notion de ce que disait Andreas sur la notion de gated, ou même aussi, je pense, quelque part, comment on ferme quelque chose, comment on privilégie quelque chose, comment on laisse en dehors de ce privilège ceux qui n'ont pas ce privilège. Donc en fait, la notion de blanc et le noir, ça devient aussi le négatif de positif, ça devient aussi une notion de pouvoir, de politique, de qui a quoi dans la ville. C'est là où l'idée de Manhattan, c'est très important parce que tout d'un coup, on est en train de travailler avec une autre notion de cette économie qui n'a rien à voir avec le sol, qui n'a rien à voir avec, bien que ça soit dans le privé. Donc je pense que ça sera important pourquoi je l'ai intitulé Impossible, le vide impossible. C'est pas parce qu'on ne peut pas construire le vide aujourd'hui. J'ai essayé quand même de montrer par les projets que la seule chose qui m'intéresse depuis que j'exerce l'architecture et jusqu'à ce que je vais exercer, que ce soit des concours gagnés ou perdus, c'est pas la question, c'est de voir quel est le potentiel de ce temps à l'intérieur duquel, ou de cet espace à l'intérieur duquel on donne plus de possibilités, et ce n'est pas plus d'espace ou plus de luxe. Donc, si on revient sur la notion de public et privé, aujourd'hui, pourquoi le vide devient impossible? C'est parce que on a une confusion entre qui contrôle quoi. Ça, c'est une chose que je voulais te poser, parce que les architectes sont toujours très, très amateurs de villes passantes, pour employer l'expression de Mangin. Nous aimions que l'on puisse circuler. Alors ça a pris des formes diverses, qu'il s'agisse par exemple du quartier d'Ivry de Renaudie, dans lequel on circule partout sur les terrasses, une espèce d'excitation urbaine, transposition de certaines villes anciennes, de Casbah, de choses diverses que nous avons à l'esprit, et qui parfois fonctionne très bien. J'ai, il y a 3 semaines environ, eu la chance de me balader à Saint-Denis et d'aller revisiter le quartier qui était un petit peu retapé, donc il est assez frais actuellement, de Simounet, qui est derrière la basilique. Un miracle de cours, d'escaliers, de passages, malgré des conditions sociales difficiles, parce que c'est des populations assez pauvres et assez difficiles. Mais c'est véritablement un miracle, c'est absolument merveilleux comme opération. Et il me venait, en voyant tes photos tout à l'heure, Nasrine, du pavillon provisoire pour le Centre culturel américain, où on voyait ces encoignures, on voyait les arbres, on voyait les poteaux, on voyait donc toutes ces niches à clochards. Bon, c'est un cas particulier, je ne sais pas s'il y en avait eu beaucoup, parce qu'à l'époque, il y avait moins de clochards qu'il n'y a aujourd'hui, il n'y avait pas le problème des SDF. Et je me souvenais, pour compléter ce que nous disions sur la ville de Nolly, de ce qu'était la ville quand j'étais jeune. La ville quand j'étais jeune, en tout cas pour nous, amateurs de cinéma, d'architecture, tout ça, la ville, c'était comme Nolly. On entrait dans les escaliers, on allait voir les greniers, on descendait dans les caves, constamment. La ville était un territoire totalement explorable, jusqu'à ce que le Digicode, il y a 25 ans peut-être, ne l'interdise. Alors, beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, tentez de nous donner des sortes d'équivalents de ces espaces-là, en offrant une visibilité de l'îlot. C'est l'îlot ouvert de Christian, c'est un peu ce que Tétraboule à Lyon, par exemple, c'est un peu du même registre. Or, vous
pour des raisons diverses qui tiennent à des statuts de copropriété, qui tiennent peut-être à la difficulté de la vie urbaine aujourd'hui, tous ces îlots, en principe parcourables, en fait sont clos de grilles. Dès le soir, on met des grilles. Ou toute la journée, à Tolbiac-Masséna. Donc il y a là quand même une sorte de contradiction entre nos désirs, qui sont des désirs peut-être répandus d'ailleurs dans la société, et puis des difficultés que nous avons à supporter que des gens circulent partout. Tes travaux, ils vont être fermés le soir, je pense. Hein. Je sais pas, tu as gagné cette chose, elle va se faire? La Non. Traboule, non. Ah bon. Ça ne va pas se faire, on n'a pas gagné, mais ça ne va pas se faire non plus. Celui qui a gagné, ça ne va pas se faire non plus, donc c'est dommage. Mais c'est une question très importante, parce qu'en fait, ce n'est pas seulement les grilles, c'est aussi ce que j'ai essayé de montrer avec l'atrium dans le projet de Joinville. C'est la notion de sécurité qui a changé, non seulement la notion de privé et public. On a peur des choses. À partir du moment où on a peur des choses, on commence à mettre des grilles. On commence à mettre... C'est pas seulement parce qu'avec le privé et le public, on peut le diviser entre les deux avec d'autres mécanismes, pour ne pas dire dispositifs encore une fois, que le mot device en anglais c'est encore mieux, que des grilles. On peut travailler le paysage, on peut travailler ce que j'ai montré dans le mur de protection des enfants au Caire, on peut travailler l'architecture. Par contre, le problème n'est plus là. Le problème, c'est qu'on ne veut pas même laisser regarder à partir d'un atrium gris qui est transparent vers la Marne, parce qu'il y a des enfants qui vont danser dans cet espace. Donc, il faut mettre un rideau pour que les gens ne regardent pas les enfants qui sont en train de danser, et donc fermer la vue des autres aussi sur la Marne. Donc en fait, on devient dans des absurdités et incapacités qui nous donnent les impossibilités de faire quelque chose qui peut avoir des solutions architecturales presque très simples. Donc en fait, c'est pas qu'on rêve d'avoir des trous partout, mais c'est fluidité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde a un droit à quelque chose. C'est pas suffisant de parler que tout le monde a le droit de logement. C'est pas suffisant de dire que tout le monde a le droit à la ville. Et après, tout le temps de dire la notion sécuritaire doit garder une série de gens out et une série de gens in. Le droit, il est normal que les enfants aient le droit éventuellement d'être un rideau s'il ne veut pas être vu. Ce qui est dommage, c'est qu'une norme sociale prescrive que le rideau doit exister ou le mur doit exister. Andreas. Oui, ce que tu disais, Nasrin, me rappelle une très belle passage dans un livre de Roland Barthes, Le plaisir de texte, où il dit le moment fou de la littérature moderne, c'est le moment où le texte se libère de la nécessité de produire un sens tout le temps. Et en faisant ça, il découvre ce que Barthes décrit comme le plaisir de texte, ou même plus fort dans le livre plus tard, la jouissance, c'est-à-dire cette sensation que quelque chose qui ne peut pas être légitimé par un discours rationnel peut produire une sorte d'évidence, une valeur évidente qui n'aurait pas être produite si on n'aurait pas suspendu ce régime de sens. Et il me paraît et c'est très intéressant, comme stratégie, comment la littérature moderne produisait cette libération. Barthes utilise le terme marchandise de contrebande. Il dit le plaisir du texte ne peut être transporté à travers la littérature conventionnelle que comme marchandise de contrebande, qui doit être caché en dessous d'un certain discours qui fait du sens, c'est un narratif. Donc tous les moments non narratifs, tous les moments qui ne pushent pas la story vers un fin qui paraissent compréhensibles, ils ne doivent pas être évidents, ils doivent être latentes. Et je crois le vide, c'est la même chose. On ne peut pas cultiver le vide en architecture, où on ne peut cultiver le vide en architecture uniquement comme marchandise de contrebande, parce qu'elle défie toutes les notions
de rationalité dans notre société. Commençons avec l'économie. Ou même allant à cette fausse notion que le vide serait une absence. Je trouve que c'est complètement faux. Le vide est une présence qui ne peut pas avoir lieu s'il y a d'autres présences solides qui obstruent cette potentialité. Et donc, je crois que c'est là où des architectes aujourd'hui doivent imaginer des tactiques, comment glisser des espaces non légitimés, ni par un programme, ni par de l'argent, ni par une idéologie. Glisser en dessous tous ces besoins de légitimation, mais les rendre accessibles dans la réalité de l'espace. Mais c'est clair qu'il faut inventer tout genre de fausses trajectoires, de trucage, en fait. Le vide, une sorte de luxe que nous apprécions, mais aussi que beaucoup, je crois, c'est ça que nous parlons pas assez, qui fait de la peur aussi à beaucoup de monde. Et je crois qu'il faut accepter aussi qu'il y a une psychologie de l'angoisse qui est imprégnée dans la vie moderne. Je trouve tout ce que nous apprécions comme généreuse dans l'urbanisme de Corbusier ou l'urbanisme moderne, cette ère à travers entre les bâtiments. Tout ça, ce que j'aime beaucoup, a aussi des problèmes évidents, que c'est un espace non programmé. Si c'est un espace non programmé, ça veut dire que quand tu fais noir, il y a des vrais moments d'absence d'activité, au moins dans la ville européenne. Dans la ville non européenne, c'est un peu différent, parce qu'il y a vu du climat, il y a une plus grosse probabilité d'utilisation quand même. Et je trouve qu'il faut aborder aussi ce problème d'angoisse, aussi bien que les architectes que les utilisateurs, parce que je crois aussi, même les architectes aujourd'hui, ils ont toujours une sorte d'angoisse du vide qui revient d'un trauma, un traumatisme. Il y a un traumatisme du vide qui provient évidemment de l'échec du modernisme. Parce que tous ces schémas que nous aimons beaucoup des années 20, ils ont produit des problèmes, différents problèmes, et la réaction immédiate à cet échec était le postmodernisme, qui était la reconstitution du notion du tissu urbain et l'excommunication du vide du vocabulaire de l'urbain. Mais je crois aujourd'hui, il faudrait peut-être aller au-delà de ce traumatisme et trouver des stratégies crédibles pour prouver le point où est un vide vital, nécessaire aux survies d'une ville, et comment elle devient manageable, gérable. C'est amusant que tu déplaces comme ça les choses vers des notions de perception presque psychologique, parce qu'il se trouve que je suis assez familier de la Bibliothèque de France. Non pas que j'aille y travailler, je n'y vais jamais y travailler, non pas que j'aime ce quartier, je n'aime pas du tout ce quartier, mais il se trouve que... Très belle bibliothèque toi-même, c'est pour ça. Oui, hein, mais il y a une salle multiplex. Je déteste les salles multiplex, mais c'est la plus proche de chez moi, donc je vais de temps en temps au cinéma. Je sors à minuit, peut être l'hiver, peut y avoir de la neige, de la glace, et il y a cette dalle extraordinaire, parce que là, il y a un sentiment peut-être d'effroi, en tout cas, un sentiment de solitude, de vent, etc., qui est une très grande beauté du point de vue climatique, du point de vue de la perception qu'on a de la ville en opposition à d'autres perceptions. J'aime autant aller aussi rue Champollion au cinéma, c'est pas la question. Mais il y a cette... Or, ça, c'est une chose qui est vraiment indicible. C'est-à-dire que le bonheur qu'on puisse avoir de type sublime, comme pour renvoyer des catégories de l'art ancien, face à certains espaces, certains types de vide, est une chose qu'un architecte ne peut pas articuler face à un public. Christian. Oui, il y a une présence du vide, c'est certain. On n'a qu'un mot en ce moment pour dire cela. Or, ça a 1000 formes et acceptations. Donc, vous voyez qu'on a un vocabulaire très réduit. C'est pour ça qu'on tourne un peu en rond. Et donc, d'un sujet à un autre, on passe de quelque chose qui est une thématique très différente. Quand tu disais tout à l'heure, alors les îlots
du quartier de Masséna sont fermés, sont ouverts, Sont les clos. îlots ouverts sont clos. J'ai jamais un instant dit qu'on allait les traverser. Je pense que ce serait une erreur non pratique. Alors la présence du vide, c'est le toucher. Tu l'avais pensé quand même quand tu faisais les hautes formes, c'était traversable. Voilà, mais ce sont deux choses différentes. Là, le vide, ça peut être traversable, on peut le toucher, et c'est aussi la vue, c'est aussi la lumière, c'est aussi l'acoustique. Et autant aux hautes formes, c'est un très grand îlot avec des choses variées, des habitations, une université. Le passage dans le quartier, il a une logique, et c'était intéressant de faire une véritable rue. Et si elle est close aujourd'hui, c'est par égoïsme arrogant des propriétaires et faiblesse de la RIVP, et c'est un problème, je pense qu'il faudra arriver à rediscuter, ce sera sûrement très difficile. Ils sont arrivés à prétendre que les SDF les gênaient, parce qu'il y a un petit foyer Benoît Labre à côté, pour clore une rue. Et ça, c'est une chose qui arrivera dans d'autres endroits, qui est dangereux. Mais je trouve que, c'est peut-être mon expérience de certains endroits des États-Unis ou du Brésil, la tendance à fermer, à beaucoup plus grande échelle, donc je parlais des condominiums, est tellement dramatique que j'en venais à penser, en faisant le quartier Masséna, que faire un réseau de rues qui est extrêmement serré, il y a beaucoup de rues là, c'est une grande générosité d'espace public. On peut traverser beaucoup et voir beaucoup, et on voit dans les îlots. Et il faut à un moment donné dire, là c'est privé, là c'est public. Et cette clôture des îlots ouverts, là, elle est très importante. Je pense que ça serait absolument ça ne marcherait pas si on disait vous pouvez aller partout. Là, il y a des petites cours et des jardins. Certains habitent vraiment à rez-de-chaussée sur un jardin. Ils sont proches de la rue, il y a une grille, ils ont un mur. Quand c'est un jardin privé, il y a un mur plus haut. Et ce rapport entre le privé et le public là, est très important. Et donc l'îlot ouvert, là, permet ça. Peut-être, si c'est des îlots plus grands, on ferait un passage plus public, et ça serait plus les hautes formes, tu vois. Donc il y a vraiment là un rapport entre le privé et le public. Enfin, je ne sors pas du sujet, puisqu'on est dans... Mais sur l'idée que les gens ont peur du vide, ça dépend quel vide. Dans le cas de ces îlots ouverts, les gens sont tous contents, parce qu'ils disent, j'ai une vue à 15 mètres, et puis j'en ai une autre à 300 mètres, je vois par cette... Et le soleil arrive. Et c'est quoi? C'est parce qu'il y a un vide devant leurs fenêtres, et ils sont contents qu'il y en ait ça. Ils ont aussi l'angoisse d'être bouchés. Tout le monde a un fond de claustrophobie en lui. On n'a pas envie. Quand on dit il faut arrêter, il ne faut pas refaire les îlots haussmanniens avec ses cours fermés, j'ai jamais entendu quelqu'un de conservateur bourgeois qui me dit non, j'adore ma... Peut-être une fois, parce qu'ils se disent qu'ils ont acheté très cher et que c'est très très bien leur appartement. Mais personne ne défend la fermeture de l'îlot haussmannien, par exemple. Qui est souvent sordide et très, très ombreux, etc. Oui, et puis quelquefois est plus luxueuse avec des façades qui ont été travaillées. Donc le besoin de l'ouverture, les gens n'ont pas peur de faire des ouvertures. Donc tout ça est une question de conjoncture, de dimension, et je crois beaucoup que c'est aussi un instrument de vie et de flexibilité, comme disait Nasrine, et que chaque projet travaille ça, on travaille tous un peu ça, et qu'on a une barrière qui est plutôt économique et juridique. C'est à ça qu'on se heurte, je crois. Mais il y a un rythme à trouver, et faire pas mal de rues, c'est une générosité qui rejoint l'ambition de municipaliser les sols d'autrefois. C'est-à-dire on peut vraiment traverser partout, mais si on ne dit pas à un endroit, ce n'est plus public, on arrive à l'échec de ces grands ensembles ou grandes cités où le sol a été municipalisé partout et les flics ne rentrent plus. Donc il y a la mesure à trouver du privé et du public, et l'utopie des années 60 de cet espace entièrement démocratique traversable par tous était impraticable et ne marche pas. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Nous avons des micros pour... Oui, monsieur là-bas. Voilà, vous vous présentez si vous avez envie. Pierre Colbock, architecte, verbaliste. Passionnant tout ça. Concernant Berlin, il semble qu'il y ait deux cas de figure très différents et très représentatifs. L'ancien aéroport, c'est une clairière dans la ville, même si la ville n'est pas construite autour. Un peu le croquis de Christian Porzenpark présenté tout à l'heure. Ces clairières dans la ville, bien sûr, on ne peut qu'espérer qu'elles restent clairières,
qu'il y ait des événements mobiles, éphémères, mais surtout qu'on laisse cet espace tranquille pour le futur de la ville. Comme un parc, comme ont su faire les Américains à Central Park il y a belle lurette. À l'opposé de ce lieu très clair et dont on peut facilement imaginer le futur en y disant le moins de choses possible, tout en valorisant les franges par un bâti de qualité, à l'inverse, et c'est beaucoup plus difficile, vous avez parlé de ces 43 km linéaires le long du mur de Berlin, comme un parc linéaire. Et là, c'est la notion de l'interstitiel dans la ville, qui est beaucoup plus difficile à gérer que des lieux fermés, comme cet aéroport. Et ces lieux interstitiels, comme les autoroutes, comme bien d'autres choses, qui sillonnent nos tissus urbains, pour en tirer parti, parce que vous dites très justement, on devrait faire un parc linéaire, vous avez parfaitement raison. Valoriser ce parc, il y a des problèmes dessous, bien sûr, mais aussi donner un sens à ce parc linéaire en le nommant, si ce n'était pas déjà fait, en y ayant des manifestations culturelles, comme par exemple un parcours à pied de 43 km, des éléments festifs forts, pour ancrer dans l'appropriation par les Berlinois ce lieu dans leur vie au quotidien. Parallèlement, il me semble qu'il y a une autre solution, un autre élément complémentaire, c'est de, là aussi, valoriser les franges. Si vous avez de nouveaux quartiers qui se construisent en bordure de ce parc linéaire, ils vont prendre, ces nouveaux quartiers, beaucoup de valeur, parce qu'ils seront par rapport à ce vide linéaire, et ça peut être un élément important pour le financement de cette opération, sans méconnaître les difficultés foncières que vous représentiez. Je prends pour exemple Édimbourg, en Écosse, en 1760, ils ont gagné, un architecte a gagné un concours pour l'extension de cette ville. Et il a fait une ville nouvelle, à la française, avec des îlots bien dessinés, avec des squares, etc., à proximité du centre ancien, en laissant entre le centre ancien et cette ville nouvelle un vide qui est devenu le cœur culturel d'Édimbourg. Et c'est tout l'intérêt de ces lieux interstitiels quand on y réfléchit et qu'on peut en tirer parti pour la structuration de l'urbain. Autre point rapidement sur un autre domaine, la grande bibliothèque à Paris de Perrault n'est pas du tout une nouveauté dans la ville de Paris. Les lieux comme le Champ de Mars ou comme l'Esplanade des Invalides étaient déjà là avant. Il a repris le même principe de mettre en valeur des programmes forts, les Invalides, l'école militaire, la bibliothèque, par la création d'un espace public majeur dialoguant avec la Seine. Il a fait que reprendre une tradition, il l'a bien fait, et maintenant il faut faire les villes autour, c'est déjà presque fini et ça se passe très bien. Dernier point, sur les îlots traversants. Personnellement, j'ai eu l'expérience de merveilleux projets à Roubaix, de restructuration d'îlots, avec traversée des îlots, avec du collectif, des courées, donc un peu de logement individuel, etc., etc. Tous ces îlots sont fermés aujourd'hui par des grilles. Question d'usage, question de sécurité, et comme le disait très bien Christian Panzampar, ne pas s'en affoler. Et comme le disait madame, je n'ai plus votre nom, excusez-moi. C'est Ragy. Il y a l'Inn et la Haute, et tout simplement dans la ville, il y a les îlots qui sont fermés le soir. Je vis dans un tel îlot, moi, dans Paris, près des Halles. Et puis voilà, c'est tout. Il ne faut pas s'affoler. Ça ne remet pas en question ce qu'on avait dessiné à l'époque, mais les grilles, elles sont là, et il faut convenir qu'il y a l'intérieur de l'îlot et la rue. Andreas. Je trouve que c'est intéressant ce que vous dites parce que ça m'éclaire encore une fois que dans l'absence des bâtiments qui peuvent devenir un espace vide, l'espace vide doit gagner une autre lobby pour exister. Et je crois que ce lobby, c'est vraiment des usages, des usageurs, des actions. Parce que je trouve, prenons un exemple comme la fameuse square Jemaa el Fna à Marrakech.
C'est un espace que je trouve c'est très intéressant parce que quand on voit les bâtiments qui contournent cet espace, ils sont relativement nuls, hein, pas vraiment architectoniquement signifiants. Mais cet espace, le vide de cet espace qui contournait, est extrêmement défini. Et pourquoi? C'est défini par une sorte de chorégraphie des événements, des actions informelles, plus formelles, des marchés, des artistes, des voitures. Autrefois, je crois aujourd'hui il n'y a plus de voitures, où on comprend très bien cette fausse notion que le vide serait une absence qui fait de la peur exactement à cause de cette absence, n'est pas vrai, ou change dans une situation où le vide devient une sorte de situation définie, quand il y a une sorte de programmation. Et si la conséquence de cette idée, c'est clairement, si on veut créer une probabilité de la survie du vide dans les villes, il faut imaginer, ou il faut concevoir des formes, des actions ou des possibilités comme les espaces vides peuvent être appropriés. Et je trouve que c'est là où on peut beaucoup apprendre des villes non européennes, parce que là, en Afrique, en Asie, où on trouve une culture de l'appropriation instantanée des espaces pour toutes sortes d'actions qui ont lieu en plein air et non pas dans des bâtiments. Évidemment, climatiquement, nous sommes un peu défavoris dans cette culture de l'appropriation instantanée, mais je trouve ça montre bien que il existe des cultures de vie, des cultures d'usage qui arrivent à laisser le vide exister et en profitent en même temps. C'est ça que nous avons un peu des problèmes à faire. C'est peut-être pas parce que tu es en voyage, mais la place dont tu parles a été victime hier soir d'un attentat très grave à Marrakech. Oui. Et tu savais? Tu savais? Oui. Ah, tu as entendu les informations, oui. Nasrine. Je voulais juste dire une chose là-dessus, c'est que j'aimerais bien qu'on n'arrive pas à trop idéaliser non plus les villes qui n'ont pas d'une histoire très très ancrée comme les villes européennes. On peut parler de deux choses. Soit on peut parler par exemple de centre de Beyrouth, aujourd'hui complètement comblé par... Beyrouth n'est plus sous le mandat français, mais le centre de Beyrouth, c'est comme si c'était une ZAC française, construit par Solidaire, pour combler l'attitude qu'on avait après la guerre. Donc la guerre, il fallait très très rapidement construire quelque chose pour oublier et pour non plus mémoriser le centre de ville. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas confondre l'appropriation non programmée par une flexibilité spatiale. Si on regarde la sous-face de bâtiments de Norman Foster à Hong Kong, c'est un projet d'une banque qui est tous les dimanches approprié et complètement comblé et envahi par une série de personnes qui sont des domestiques philippines qui n'ont pas d'autre place à exercer leur liberté. Donc j'aimerais bien ne pas trop idéaliser non plus les désordres qui sont investis par l'ordre humain, parce qu'on n'a pas. Donc en fait, dans les villes européennes, on parle d'une manière de regarder le vide, que dans ces autres vides, le vide n'a pas le même sens. Donc je rejoins ce qui a été dit un peu de partout par nous tous, c'est que le vide a une spécificité. Et de quel vide on parle? Est-ce qu'on parle de vide juridique? Est-ce qu'on parle de vide économique? Est-ce qu'on parle de vide spatial?
Est-ce qu'on parle de vide réglementaire dans les blocs ou dans les îlots de Manhattan? Ça dépend de quel vide on est en train de parler. Si on vient mettre tous les vides sur la même ligne, je pense... Parlons de plein. Vous savez qu'il y a un article célèbre de Corbusier dans les années 50 qui s'appelait « L'espace indicible ». Et Christian a commencé par dire que le vide était un mot qui indicible. Enfin, on a dit beaucoup de choses quand même sur cet indicible. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui. Bertrand Lemoine. C'est moi qui ai le micro. Ah, il y a quelqu'un d'autre avant et puis Bertrand Lemoine ensuite. Il y a une fille qui a pris le micro avant Bertrand. Ah, Michel Champenois. Notre voix féminine. Oui, Nasrine vient en partie de répondre à la remarque que je voulais faire. C'est que je pense que quand on parle du vide, on parle d'un espace raté. Et quand les architectes n'ont pas peur du vide, c'est quand ils le transforment en espace. Donc le vide et l'espace sont les deux façons de nommer négatives et positives des choses semblables. Dans la dernière génération des architectes, il y a beaucoup d'architectes qui ont offert des espaces vides en ne les qualifiant pas. Ils n'ont pas tellement été cités aujourd'hui, sauf une fois, je crois, c'est la Caton et Fastal, par exemple, pour l'école d'architecture de Nantes. Et la question est de savoir comment ensuite les usagers s'emparent de cet espace vide, en l'occurrence espace vide, qui n'est pas traité qui est volontairement pas traité comme un espace. Or, dans les deux exemples qui ont été donnés ce matin de création architecturale, par les projets de Nasrine et le projet de Christian Porzampar à Rio, on voit très bien comment le travail, c'est un travail du vide, mais c'est un travail du vide qui conduit à en faire un espace dessiné. C'est pas un vide qui reste vide. Voilà. Donc je voulais juste dire ça et vous demander. Enfin, Christian l'a dit tout à l'heure, on n'est pas architecte si on accepte le vide comme une fin en soi. Voilà, c'est ça la question. Oui ou non? Bertrand Lemoine. D'autres remarques ou questions ensuite? Oui, ce que j'entends ce matin, qui est fort intéressant d'ailleurs, me suggère l'idée qu'il reste à écrire une histoire du vide. C'est-à-dire que quand on regarde cette notion du vide, on voit qu'elle est effectivement, d'une part, consubstantielle à l'architecture, à l'espace urbain également, que d'ailleurs l'histoire du vide architectural est tout à fait liée à une histoire de la modernité architecturale, c'est clair. Et l'histoire du vide urbain, je pense, est à replacer, peut-être à approfondir, parce que François, quand tu parlais effectivement de notre jeunesse où on se promenait librement dans les escaliers, mais il faut penser que quelques années auparavant seulement, la rue et l'immeuble avaient d'autres statuts. La rue était aussi l'espace de jeu des enfants, le café était le lieu de sociabilité, le salon au fond de beaucoup de gens. Et donc il y avait un transfert avec une ville d'ailleurs de Paris qui avait 3 millions d'habitants, avec beaucoup moins de construction, donc qui était très surpeuplée au fond, qui était très densément habité, et l'espace public était aussi un lieu de déploiement de l'intimité et de ce qui relèverait aujourd'hui sans doute de l'espace privé. Et de même, les immeubles étaient tous fermés par des portes dont il fallait, quand on rentrait en immeuble, annoncer son nom à la concierge. Dans les beaux quartiers, oui. Principalement. Pas seulement, c'était une pratique assez courante. Oui. Lorsqu'on sortait, il fallait demander le cordon le soir quand la concierge était couchée pour qu'elle vous ouvre la porte. Et donc il y avait un contrôle social très fort par le système des concierges de l'accès effectivement à l'intérieur des immeubles, à l'intérieur des cours. Et donc il y a eu un espace dans le temps de porosité accrue de la ville, effectivement, dans les années, à partir de la fin des années 60, des années 70, qui s'est refermée depuis au profit de nouvelles pratiques de l'espace public, de nouvelles pratiques de l'espace urbain. Et sans doute faudrait-il mettre cette histoire de ville en relation avec une histoire des intimités, une histoire des pratiques urbaines, une histoire de la manière aussi donc, de vivre au fond dans le construit, dans la ville. Et peut-être cela pourrait suggérer des nouvelles pistes pour justement réouvrir la ville, retrouver cette porosité que l'on souhaite, cette porosité qu'on a aussi, qu'on porte, et que portent les architectes, les urbanistes, comme une espèce d'idéal qui se heurte à la réalité sociologique, à la réalité économique parfois, aux pratiques, à la sécurité. Il y a peut-être une histoire de la sécurité d'ailleurs à faire, à réécrire de ce point de vue-là.
Et cette utopie, en quelque sorte, de la porosité, il faut peut-être la replacer dans l'histoire, tout simplement, du vide. Il y a une chose qui me frappe, c'est que beaucoup les jeunes générations d'architectes sont très sensibles à nouveau au fait que le regard puisse traverser, etc. Et la ville de Paris, par exemple, pour parler de la ville qu'on connaît, est moins hostile que n'était à l'époque de Nathan Starkman ou autre, la Pure, qui voulait absolument que les murs en pierre ou en béton descendent jusqu'au sol. Donc on voit que beaucoup d'immeubles sont, on peut dire, presque sur pilotis, en tout cas, même entre deux mitoyens. Et j'étais à Bordeaux il y a 15 jours, je me suis longuement baladé dans Bordeaux, et il se trouve que Bordeaux étant une ville, pour l'essentiel, inondable, et maintenant est sujette à des règlements qui interdisent de construire au rez-de-chaussée. Donc, dans des quartiers un peu d'avant-garde, comme celui qui s'appelle les Diversités, mais dans d'autres, tous les immeubles maintenant sont sur pilotis, presque tous. Et donc il y a une transparence de 2 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres, qui fait qu'on voit les jardins, on voit les gens jouer, on voit les voitures, on voit plein de choses qui se mettent sous les voitures, et qui fait un type de tissu urbain totalement différent, avec ses qualités et ses défauts, mais totalement différent, et qui rejoint une espèce d'aspiration ancienne des architectes à ce que circulent dans le vide les imaginaires, les vues, etc. Marie-Hélène Contal. Oui, tu as voulu animer le débat tout à l'heure en rappelant à juste titre d'ailleurs la fameuse polémique sur la Bibliothèque de France. Et je voudrais continuer un petit peu en faisant une petite rectification et en rendant hommage à quelqu'un. Alors la rectification, c'est que quand cette polémique s'est embrasée, on ne disait pas que le projet de Perrault c'était du vide, on disait que c'était rien. C'est-à-dire la critique portait sur le fait que ce projet c'est rien. Pour 1000 raisons, mais entre autres le fait qu'il n'y avait pas d'objet. Et il y a une voix discordante qui a surgi à un moment, c'est ça que je veux dire, parce que c'est pas seulement pour rendre hommage, mais parce que je pense que ça ouvre des perspectives aujourd'hui, c'est Bruno Fortier. C'est un historien, donc quelqu'un qui, a priori c'est surprenant qu'il le dise, et qui a commencé à dire, mais le projet de Perrault c'est pas rien, c'est un projet qui construit sur le vide. Je me souviens très bien, il expliquait très clairement que les 4 fameuses tours cernaient un volume de vide qui serait le centre futur du quartier. Et à partir du moment, la critique elle a changé. Et donc je voulais rappeler ça. D'autant plus le rappeler, d'une part, parce que c'est justice, et d'autre part, parce que ce qui est intéressant dans la position de Fortier, c'est qu'elle sortait de cette espèce de critique générale dont Andreas Ruby a dit tout à l'heure qu'elle était postmoderne. On était dans un postmodernisme généralisé. On critiquait les projets en tant qu'objets, pour leur facture, avec un petit peu de sous-fonctionnalisme après, parce qu'il fallait que l'objet fonctionne. Bon, mais la critique postmoderne, effectivement, avait horreur du vide. Et s'attachait, elle ne lisait pas le projet de Perrault. Voilà, c'est tout. Il est 13h et quelques, on peut encore prendre quelques questions, quelques remarques. Andreas, pendant que la question se prépare, vas-y, oui, je t'en prie. Juste une petite remarque ajoutée à cette discussion sur ces bibliothèques nationales ici. Nous, en Allemagne, on n'a jamais compris pourquoi c'était tellement une sorte de polémique en fonction de... Disons que c'était un gros bâtiment qui était trop rien. Parce que le vrai bâtiment du rien de Perrault, c'est à Berlin. Ah oui, oui. Ça, c'est vraiment un bâtiment qui presque n'est pas là. Et paradoxalement, là, ça n'a pas causé une sorte de polémique. Oui. Peut-être à cause de cette situation que l'événement pour lequel ce bâtiment a été construit n'avait jamais lieu, oui. Les Jeux Olympiques. Donc c'est vraiment pour quelque chose qui n'a pas eu lieu. C'est quelque chose quand même. Et quel est actuellement le statut des abords de cette... c'est la piscine et le vélodrome, c'est ça, hein? Exactement. Autour, dans mon souvenir, c'était... je vois que Perrault lève un peu les sourcils. C'était une sorte de zone peu construite, un peu... Oui, un peu grise. Et c'est comment aujourd'hui? Ça a l'air d'être là pour beaucoup plus de temps qu'elle existe en réalité. Donc ça n'est pas entouré par, je sais pas quoi, par un fier noyau, faisceau de gratte-ciel. Non, pas du tout. C'est un espace public. Les gens se promènent. Non, mais autour, ça reste une ville un peu chaotique et un peu dense. Oui, un peu comme toujours. Donc. Oui, oui. Quelqu'un avait demandé le micro au fond? Serge Renaudy. Je voudrais revenir sur un point, effectivement, sur le fait que le vide serait indicible, du moins en Occident. Depuis le début, on parle d'espace raté qui deviendrait qualifié par les architectes. On confond très très rapidement le vide à l'espace, c'est-à-dire un absolu à un relatif. On ne qualifie pas forcément le vide, et c'est peut-être pour cela qu'il n'y a qu'un seul mot. Si on traverse la planète et qu'on passe en Asie, où la notion de vide là est très forte, et où elle a intéressé beaucoup de philosophes occidentaux, tout en leur faisant peur, ne serait-ce que Heidegger.
là, on se trouve face à autre chose. Tout à l'heure, de Portes-en-Parc évoquait Lao Tzu et Wright sur cette incompréhension du plein et du vide. Encore une fois, jouant sur la dualité. Lao Tzu parle d'un moteur. Le vide en Asie est conçu comme un moteur. Il n'est pas conçu comme une opposition au plein. Il est né du deux, c'est-à-dire du yin et du yang, qui ne sont pas des contradictions, encore une fois, mais des complémentarités. La même chose qui se répète pour se transformer avec le trois qui est le souffle. Je lis le Tao Talking. Parce que sans cela, sans le souffle, il n'y a pas de vide. Il n'y a pas de yin et yang, il n'y a pas de vide. C'est-à-dire qu'il n'y aurait que du statique. Cette philosophie-là, c'est la base chinoise, elle rencontre la base indienne à un moment donné, pour produire ce qu'on connaît aujourd'hui, 2000 ans après, du bouddhisme. Hein. Et le Samyata sanskrit, qui vient d'Inde, qui lui considère le vide, la vacuité, comme autre chose encore que simplement cet effet-là, mais qui, en permanence, lutte contre la dualité. Toute la notion de vacuité et de vide, c'est la lutte contre la dualité, donc la lutte contre ce qui serait le contraire du vide, ou le vide qui serait le contraire du plein, pour ce qui nous intéresse, nous, architectes, urbanistes ou paysagistes. Et pour accéder à l'idée que c'est dans notre propre conception ontologique des choses, animées ou inanimées, que se trouve la fêlure. La fêlure étant la douleur. Et on ne parle que de douleur depuis ce matin. C'est intéressant. C'est pas vrai. On a parlé de la jouissance. Attendez, j'arrive. Oui, mais Barthes est particulier. Et notre effort permanent à revenir sur cette douleur en rajoutant des pansements. Je ne pense que moi, personnellement, si je reprends l'argumentaire, je ne sais pas s'il est idéologique ou théorique, hein, Olivier, il faut reprendre tes classements. Pardon, François, oui. Je transmettrai à mon frère. Oui, parce que je l'ai vu avant-hier. Mais donc, il me semble important de se repositionner par rapport à ce qui a été une grande, je ne sais pas si elle est toujours en Chine, mais qui a été une grande pensée et qui est basée sur la vacuité et le vide, et de revoir ce que ça nous permettait de renversement de notre attitude et notre regard sur la ville et sur la pratique qu'on peut s'autoriser à avoir. Et qu'est-ce qui peut, de cette manière-là, en revoyant les choses par le vide étant autant les pleins que les vides, et de revoir, enfin les espaces vides, et de revoir complètement comment on peut faire autre chose que d'avoir à reconquérir des vides dans la ville, mais à créer des pleins qui soient eux-mêmes des vides. Je vois dans les architectures beaucoup de tendances à cela. Ça nous amènerait à repenser cette ville verte dont on parle beaucoup, ou cet environnement, la notion même d'environnement étant d'ailleurs intéressante parce que c'est l'homme et l'environnement autour, et ce n'est pas encore la vraie question. La vraie question, c'est qu'à travers cette question de vacuité, on peut reprendre la question du territoire autrement et repositionner notre point de vue par rapport à tous les autres points de vue des temps de ceux qui existent sur un territoire, qu'ils soient animés ou inanimés, c'est-à-dire de la roche à l'herbe en passant par les insectes. Nous sommes un ensemble de tout ça. C'est cela que portait la pensée asiatique. Et je crois qu'il y a une grande... On est, nous, encore en train de rechercher à affirmer une dualité plein-vide. Andreas, oui. Je trouve que c'est très intéressant ce que vous dites, parce que ça fait clair que pour avancer ce discours, il faut sortir de cette dialectique oppositionnelle de plein et vide, et accepter le vide est peut-être uniquement une sorte de plein dans un différent état d'agrégat. Ce que vous dites me rappelle cette fameuse composition de John Cage, 4 minutes 33 secondes des années 50, parce que là, cette musique, elle a toujours été décrite à l'époque comme silent music.
Et John Cage se défendait beaucoup contre cette description. Il disait, non, c'est une musique composée des sons non intentionnels. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'il faut se rappeler, c'est une pièce de musique qui le score de cette composition consiste des valeurs de pause. Il n'y a pas une note qui est jouée par le pianiste. Le pianiste va sur scène, il se place au piano, il ouvre le lit, la couverture du keyboard, et il ne joue pas une seule note pendant une période de 4 minutes 33 secondes. Après, il sort du podium. Et quand cette pièce a été composée pour la première fois, c'était dans un centre d'art à Woodstock, à New York. C'était pas vraiment une sorte de salle de concert. Ça a créé une polémique énorme. Les gens ils commençaient à parler, ils protestaient, ils faisaient toutes sortes de sons ou de bruits inconscients. Mais c'était quelque chose d'audible. Et c'était exactement cette musique, cette vide faussement articulée, que Cage voulait faire entendre. Et il parlait dans un interview après que, en fait, c'était la preuve qu'il n'y a pas une sorte d'absence des sons. Il y a toujours des sons. Et pendant cette performance-là, ce concert-là, il y avait la pluie qui pleuvait sur la toiture, qui était une toiture en métal, donc qui faisait un certain son. Et j'aime beaucoup cette description d'une musique non intentionnelle, parce que ça ouvre la perception d'un espace qui est défini par des qualités non intentionnelles ou non entendées par un architecte, mais qui sont là, néanmoins. Et si on comprend, si on accepte qu'un espace peut avoir une définition, même s'il n'a jamais eu un architecte qui travaillait dessus, ou un urbaniste, ou un paysagiste quelconque, je crois on arrive à une notion du vide qui n'est plus opposée du plein. Bien. Encore une remarque, ou est-ce qu'on en reste là? Un petit peu, parce que c'est très intéressant de reprendre l'expérience de John Cage. Oui, Serge Renaudet. Parce que c'est d'abord John Cage n'était pas innocent par rapport à l'Asie. C'est très important, c'est qu'on a souvent reproché à John Cage de produire le contraire de la musique. Or, ce n'a jamais été son objectif. Enfin, il n'en a jamais parlé comme ça. Il s'est jamais mis en opposition. Il s'est mis dans un concert à présenter ce qui existait. Et que quand on focalise sur ce que nous produisons, êtres humains, nous n'entendons que ce que nous avons voulu produire et que nous sommes venus pour écouter. Nous avons payé souvent. Ce qui est intéressant dans John Cage, c'est la capacité justement à intégrer tout ce qui est autour et qui crée le monde sonore, et de le réintroduire sans le forcer. C'est-à-dire, ce n'est plus la musique brutaliste, ou etc., c'est laissons faire. C'est la grande difficulté de laisser faire. On a essayé, nous, sur un parc qui nous avait été commandé autour du canal de l'Ourcq, non, pas du canal de l'Ourcq, le canal de Saint-Denis, un parc qui devait s'étendre de chaque côté du canal. La difficulté, c'est dès lors qu'on trouvait, on amorçait un terrain, immédiatement, tout le monde le voulait, pour y remettre son vide à lui ou son plein à lui. Mais la notion de désurbanisation, de laisser faire à un endroit, que quelque chose se fasse parce que ça se fera. Aujourd'hui, les habitants des villes occidentales envahissent le moindre espace libre, le moindre espace abandonné, la voie de chemin de fer, le canal, les bords du canal qui, il y a 20 ans, je me souviens, étaient dans un état déplorable. Tout le monde se précipite à ces endroits-là. C'est la chose qu'on ne supporte pas aujourd'hui. C'est bien pire encore que le contrôle des entrées des îlots. C'est le fait que même les espaces libres, on voudrait les sécuriser. C'est-à-dire qu'on est incapable de laisser la pluie tomber et faire le concert, si vous voulez. Bien.
Je pense que nous n'aurons pas le courage de nous livrer nous-mêmes à l'expérience des 4 minutes 33, encore ça pourrait être assez curieux. Mais il y a une demande de parole là, ici, au 3e rang. C'est fini, après il n'y en a plus d'autres, je crois. Hein. Pardon ? Il faut en garder cet après-midi. Et cet après-midi, vous faites l'expérience des 4 minutes 33 ? Bonjour, je suis Alessandro Ciambrone, doctorante à l'école d'architecture Luigi Vanvitelli de la Seconde Université de Naples. J'ai essayé d'exprimer mon concept en français, si je ne suis pas clair, je le répète en anglais. Non, si on part du concept de l'architecture de Maurice dans l'Ottocent, che du vide che toute l'architecture che crée dans l'homme est une architecture de transformation à part le vide. Effectivement, ce concept c'est un peu changé parce que aussi le vide n'est pas proprement vide parce que dans un lieu, il y a aussi l'immatériel, le concept immatériel du lieu. Partant de l'histoire du lieu, qu'est-ce que le lieu dit. Par cet concept, on peut considérer plus le vide comme à considérer avant Morrison. Par exemple, si on prend, pour faire un exemple d'un architecte très célèbre italien dans le monde, Paolo Soleri, et on considère la construction qu'il a faite à Vietri dans la côtière amalfitaine, qui est site patrimoine mondial de l'UNESCO, on considère cette fabrique, cette usine, cette réalisation, cette participation de la culture méditerranéenne dans la fabrique, et on va avoir aussi la réalisation que Paolo Soleri a fait dans le désert de l'Arizona. On vit que le processus du projet est le même dans le concept du vide comme réappropriation de l'espace immatériel de cet endroit. Pour cette raison, il y a un fil rouge entre la réalisation, par exemple, de Paolo Soleri en Italie et aussi dans le désert de l'Arizona. Et pour cette considération, on peut dire que le concept de Morrison est un peu changé. On ne peut pas considérer le vide comme un espace mort. Merci. Merci. Eh bien, nous en restons là. Et puis, à quelle heure on se retrouve ? À 14h30 pour l'après-midi. On entend notamment Bernard Tchoumi et puis diverses autres personnes. À tout à l'heure.